La radio des Français dans le monde présente le dossier spécial Les ados et l'expatriation, parrainé par Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Le parrain de notre dossier spécial a une sacrée expertise avec des centaines d'élèves qui ont été accompagnés ces dernières années. Eh bien, on va en profiter dans le dossier spécial Les ados et l'expatriation. Boum, je me cogne sur mon micro. Je reçois Louise Thompson-Fernet, qui est la fondatrice et la directrice de Expat Student. Bonjour Louise. Bonjour Gauthier. Alors, bienvenue dans ton pays d'adoption, puisque tu es de retour après deux années passées aux USA. Mais toi, c'est ton truc, de revenir t'installer en France. Tu as un mari qui a travaillé dans le pétrole et qui t'a emmené à droite à gauche dans le monde. Exactement, mais moi j'étais déjà expatriée en France parce que je suis de nationalité anglaise. Je suis venue habiter en France pour faire une année à l'étranger à l'âge de 20 ans. J'ai rencontré mon mari et je suis jamais partie. Donc, effectivement, après, on a eu les multi-expatriations par le pétrole, par le métier de mon mari. Mais pour l'instant, depuis 3 semaines, je suis de nouveau de retour en France. Et franchement, Louise, quand tu es aux États-Unis, c'est quel pays qui te manque le plus, la France ou l'Angleterre ? Il n'y a pas de pays qui me manque, il y a des gens qui me manquent. Oh, c'est beau. Je pense non, mais c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas de pays. J'ai des amis partout, par les expatriations, par la famille. C'est la famille et la famille et les amis. C'est pas tellement un pays, je pense. Mais il est vrai que la baguette française et le saucisson, ça manquait un peu aux États-Unis. Et puis le Brexit est venu dans ton parcours ces dernières années. Est-ce que ça a changé quelque chose lorsque tu retournes en Angleterre ? Est-ce que tu sens que les choses sont plus pareilles ? Ils ne sont plus dans l'Europe, hein. Et ils sont plus en Europe et ça cause pas mal de soucis et pour les Anglais et pour les Français. Justement, tu as dû entendre parler, il y a cette histoire de visa qui va commencer. Ouais. Rien que pour aller en vacances maintenant en Angleterre, les Français, il va falloir qu'ils aient une visa. Donc, cette histoire de Brexit nous a bien pourri la vie et continue à nous pourrir la vie. Et quant au sujet du retour en France, on en a fait un dossier spécial disponible sur françaisdanslemonde.fr. Toi, ta solution miracle avec ces allers-retours à travers la planète, c'est d'avoir des racines en France. Vous avez une maison, vous avez un écosystème que tu retrouves lorsque tu reviens en France. Tout le monde peut pas avoir ce système-là, mais tu m'as dit, ton retour s'est passé cette fois-ci comme une lettre à la poste, tu m'as dit. Complètement. On a toujours notre maison en banlieue parisienne, qu'on a depuis 25 ans. Chaque fois, on part à l'étranger, on le met en location, on revient, on récupère notre maison. Donc, je récupère mes amis, je récupère ma vie. C'est toujours la boulangerie du coin. C'est comme si on n'était jamais parti. Jusqu'à la prochaine fois. Alors là, on va s'arrêter sur ton expertise concernant les ados. Tu accompagnes depuis plusieurs années des ados qui ont entre 16 et 22 ans à peu près et qui vont décider d'avoir un circuit à l'international. Alors, il y a plein de cas de figure possibles. Il y a notamment les familles françaises où l'ado a envie de vivre l'aventure de l'international et va partir seul. C'est peut-être sur cette cible-là des ados qui quittent le cocon que c'est peut-être un peu le plus difficile au début. Je pense que le plus difficile, c'est pour les franco-français qui sont jamais partis seuls à l'étranger et qui doivent s'installer à l'étranger, faire des amis, changer de langue, etc. Honnêtement, les Français de l'étranger s'adaptent plus facilement parce que toutes ces difficultés-là, ils l'ont déjà vécu. C'est vrai que tu accompagnes notamment beaucoup de familles expats où l'ado n'a quasiment lui jamais vécu en France. Évidemment, si on a fait quasiment tout son circuit dans un système anglophone, par exemple, tu conseilles de le poursuivre ? Les élèves qui ont fait toute leur scolarité dans le système anglophone, il leur serait très, très difficile de revenir faire les études supérieures en France. Il y a le changement de langue, mais il y a aussi le problème des diplômes qu'ils ont, des diplômes anglophones. Mais même après, si on parle niveau personnalité, les Français de l'étranger aussi, même s'ils suivent le parcours du bac français, ils peuvent trouver ça difficile de revenir dans un système français, franco-français en France. Ils ont le côté international qu'ils veulent garder et c'est pour cette raison qu'ils prévoient de continuer leurs études à l'étranger, dans un système anglophone notamment, pour la plupart, pour avoir le côté multiculturel et le côté bilingue. Faut dire qu'il y a une vraie différence de méthode entre le bac français ou l'IB ou le
A-Levels ou le High School Diploma. J'ai essayé, hein, Louise, j'ai essayé. Ouais, tu l'as massacré, mais c'est Ouais, c'est ce que je me suis dit au moment où je l'ai dit. Je t'ai vu sur l'écran et je me suis dit, je suis en train de dire n'importe quoi. Alors, la méthodologie, en tout cas, diffère. Tu vas le dire mieux que moi. C'est quoi la grande différence entre le système français et le système anglophone dans cette méthodologie? On peut pas vraiment dire système anglophone parce que la High School Diploma ne ressemble en rien au IB, qui ne ressemble en rien au A-Levels. Mais effectivement, le bac français, les élèves sont très souvent assis à leur place, ils écoutent le prof. Si on prend le IB, le International Baccalaureate, il y a beaucoup plus de projets, beaucoup plus de travail seul. Donc, ça leur prépare très, très bien pour les études supérieures. Après, dans les A-Levels, le choix des sujets se limite à 3 ou 4 sujets. Donc, comparé au bac français où on continue à étudier la philo, de langue étrangère, etc., les A-Levels, c'est des sujets beaucoup plus approfondis, mais il y a moins de sujets. Et puis, la High School Diploma, le niveau est bien plus bas que le bac français. Donc, les élèves qui veulent postuler à l'étranger ne postulent pas avec juste la High School Diploma. Ils doivent faire des formations supplémentaires, des examens supplémentaires qui s'appellent des Advanced Placements, des APs. Et puis, il y a toutes les formules locales dans tous les pays européens également, les déclinaisons de bac, version espagnole, par exemple. Par exemple, le bachillerato, on a des élèves français, mais aussi espagnols et aussi anglais qui ont suivi le bachillerato espagnol et ils connaissent pour postuler dans leurs études supérieures. Oui. Alors, dans les familles que Expat Student accompagne, il y a également des familles internationales. Et puis, dernier ensemble, les familles qui sont de retour après une aventure internationale. Et là où les ados veulent continuer, eux, à avoir une formation à l'étranger. Dans tous les cas, tu as repéré que c'est souvent le premier trimestre qui est le plus difficile. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est quitter le cocon qui est difficile? C'est plusieurs choses, oui, c'est quitter le cocon parce que même si un jeune a fait multi-expatriation, il a toujours fait avec sa famille. Là, il part pour la première fois tout seul, donc il faut, comme tu dis, il faut qu'il apprenne à utiliser la machine à laver pour laver ses chaussettes. Mais il faut aussi qu'il sorte, qu'il trouve des nouvelles amies, qu'il se fait à manger, etc. Donc, le premier trimestre peut être un peu difficile, mais nous, Expat Students, on reste à leur côté. Et souvent, on a des élèves qui nous appellent avec des petits soucis. On essaie de leur trouver des buddies. Donc, des élèves, des anciens qu'on a dans la même école qui sont peut-être en 2e ou 3e année avec qui ils peuvent prendre le contact et qui vont être un peu le grand frère pendant quelques semaines, quelques mois. Mais c'est important de le dire parce que l'ado n'est pas tout seul. Dans le circuit Expat Student, tu accompagnes au-delà du fait de l'inscrire et ensuite il se débrouille. Non, tu restes en contact avec lui. Oui, parce que je pense à Expat Student, on considère que chaque élève est unique. Donc, on l'aide vraiment et puis on discute avec lui pendant un an et demi. Donc, le temps qu'ils partent à l'université, on le connaît très bien. Donc, on est un peu attaché à eux. Eux, ils comptent sur nous. Donc, effectivement, quand il y en a qui sont dans le besoin, notre accompagnement continue. Donc, il y a les côtés pratiques. On les aide à obtenir un abonnement téléphonique. On les aide à ouvrir leur compte bancaire. Mais il y a aussi ce soutien un peu psychologique, un peu moral. Quand ils ont un petit coup de blues au début, mais ça dure jamais longtemps. Que les parents se rassurent, hein, quand les élèves reviennent à Noël, ils sont ravis de leur formation et ils ont hâte de repartir après les fêtes. En tout cas, passé ce premier trimestre, on peut constater que ceux qui ont connu cette expérience à l'international, ça les ouvre sérieusement sur le monde quand même, ça les change. Ça les change, ça les ouvre sur le monde et aussi pour les études supérieures, la suite, parce que comme on le sait bien, les Français s'arrêtent rarement au bachelor. Il est important de faire un master derrière et on récupère très souvent nos anciens élèves de bachelor qui reviennent vers nous pour qu'on les aide avec un master. Et le fait d'avoir fait son bachelor à l'étranger ouvre beaucoup de portes. On a beaucoup d'élèves qui soit reviennent pour faire leur master grande école en France, leur master dans un business school, ou qui veulent continuer cette expérience à l'international et font leur master dans un autre pays. Un élève qui a fait son bachelor en Angleterre va peut-être partir faire son master en Espagne ou le contraire.
La radio des Français dans le monde aime être pratique. Si un ado écoute cette interview et est très intéressé par une aventure à l'international, un petit warning qui s'allume sur tout ce qui est profession réglementée, notamment dans l'univers de la médecine par exemple. Un petit mot pour expliquer tout ça ? Oui, je pense qu'il faut faire très attention avec tout ce qui est profession réglementée, surtout depuis Brexit. Donc, par exemple, les études de veto, ça se passe très bien. Pour les élèves qui partent en Espagne. On travaille avec une très bonne école en Espagne, donc l'élève fait ses années de veto en partie en anglais ou en français. La suite est en espagnol parce que c'est les années cliniques et les patients, les clients en Espagne parlent espagnol. Après, ils peuvent revenir poser leur plaque en France. Ce n'est pas la même chose s'ils partent faire leurs études en Angleterre. Depuis Brexit, il n'y a pas de reconnaissance immédiate. Il ne peut pas revenir tout de suite. La même pour psychologie, la même chose pour médecine. Donc, les professions réglementées, c'est un petit peu plus délicat. Alors, en l'occurrence, pour les professions réglementées, ça fonctionne mieux si on reste intra-Europe, en fait. Complètement, ouais. Ouais, mais même intra-Europe, il peut être difficile pour un élève qui sort de sa formation de médecine, notamment en Espagne ou en Europe de l'Est, pour revenir faire son internat en France. Mais souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, l'élève ne veut pas revenir. Après avoir fait ses 5 années de médecine en Espagne, il est très content de continuer en Espagne. En tout cas, si un ado écoute cette interview et se dit ça me tente bien, c'est quoi ? Le premier barrage, c'est le budget. Ça peut être un bloquant ? Il y a des formations dans différents pays pour tous les budgets. Donc effectivement, on a toujours un premier appel avec la famille, donc avec l'élève et avec ses parents, pour discuter du projet de l'élève en fonction de ses notes, en fonction de ses envies, mais aussi notamment en fonction du budget des parents. Il y a des très bonnes formations, par exemple aux Pays-Bas, qui sont à 3 200 € par an. Après, dans l'autre extrême, on a des formations excellentes au Royaume-Uni, mais qui sont à 30-40 000 livres par an. Donc, il y a vraiment des formations pour tous les budgets. Ceux qui ont les détenteurs de passeports français, ils ont des tarifs intéressants pour le Canada francophone, même pour les universités anglophones à l'intérieur du Canada, du Québec. Donc, on trouve des formations pour tout budget. En l'occurrence, on parlait du Brexit, ça a changé clairement le prix des études dans le pays. Complètement. Avant Brexit, les études en Angleterre étaient un tarif complètement, très raisonnable, moins de 10 000 € par an. Maintenant, en fonction de l'université et de la formation, on est au moins le double et ça peut monter jusqu'au triple. Et puis, dernière question à madame la directrice de Expat Student, d'avoir accompagné ces centaines d'élèves qui ont aujourd'hui des métiers, sans doute souvent à l'international. C'est assez grisant, je suppose. Franchement, c'est une fierté pour moi. Et ce que j'adore, c'est qu'après, quelques années plus tard, ils me cherchent sur LinkedIn et qu'ils se linkent avec moi et que je vois ce qu'ils deviennent. Et là, tu dis, ça va, j'ai bien travaillé, je l'ai accompagné, je l'ai accompagné pendant un petit temps sur un chemin qu'il apprécie. Sur le chemin, ouais, je l'ai aidé à ouvrir des portes. Après, à lui, c'est lui qui a fait son diplôme, c'est lui qui a tout fait, mais nous, on l'a juste facilité son entrée. En tout cas, tu le conseilles, c'est une belle aventure. Ah, c'est une super aventure. Louise, merci. Le site c'est expatstudent.fr et puis merci de parrainer ce dossier. C'est important pour nous, radio libre et indépendante, d'être accompagnés par des acteurs sur nos différents projets. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Gauthier, à bientôt. Les ados et l'expatriation en partenariat avec les experts du réseau Expat Pro. Dossier parrainé par Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. expatstudent.fr